Oh, ça va leur plaire, c'est où? Dis-moi où. Dans l'ancienne Yougoslavie. Ah, en Bosnie, oui, les Bosnie, pyramides de Bosnie. Ah bah oui, ouais. je connais. C'est tout ça, c'est cet endroit-là. Ah bah oui, Voilà, on est au point, nous, les pyramides de Bosnie, on connaît. Voilà, c'est de la même époque. Hein, voilà, tu peux montrer là dans les différentes sociétés, voilà comment on avait une représentation de la femme, ces différents objets. Ça ressemble à des godes des fois. Hein? Comment? On aurait dit des godes des fois un peu, non? Je rigole. Voilà, donc c'est extrêmement stylisé, hein, on voit les culottes de cheval, des grosses fesses. Voilà, peut-être que les grosses fesses devaient être extrêmement attrayants sexuellement. Hein, voilà. Et puis, ici, on peut voir donc sur cette carte-là, hein, l'extension de la civilisation indo-européenne, c'est-à-dire celle qui est partie de l'est du Dniepr, c'est-à-dire des pâtres mâles, la civilisation patriarcale, hein, parce que la civilisation indo-européenne est fortement patriarcale, et donc elle s'est imposée un peu partout, et donc c'en est fini de ces déesses là, féminines. Il n'y a que, si tu vas regarder le chapitre de la Grèce, hein, voilà. Il n'y a que, si tu veux, dans la société minoïenne ici, hein, c'est-à-dire ça c'est en Crète, où s'est développée une société matriarcale, hein, tardivement. Mais ils en étaient Grèce. très évolués apparemment. Oui, bah, beaucoup plus, parce que là on est à moins 1000, hein, donc voilà, donc la société crétoise est déjà beaucoup et très évoluée. Donc ça c'est la déesse crétoise, voilà. Et ici on voit un vêtement crétois, donc c'est les femmes qui sont au pouvoir en Crète. Hein. Voilà. Alors, pour les Achéens. Les Achéens. Voilà. Alors par contre, eux, ils sont furieusement anti-féministes. Et donc là, on voit un des mythes importants de la Grèce antique, qui est Hercule qui tue une Amazone. Ouais. Où les Amazones sont représentées comme étant les ennemis absolus de la Grèce antique. D'accord. Hein? Donc là, c'est souvent des mouvements de balance. Hein. On passe d'un excès dans l'autre. Et donc, l'homme veut affermir son pouvoir. Il faut voir qu'ils ont exterminé, ils ont balayé la société minoïenne. Hein. Et donc, ils l'ont bâti, leur société, sur des mythes anti-féministes. Alors, est-ce que ces Amazones ont eu une réalité? Les historiens se posent encore des questions sur cette réalité des Amazones. On sait que dans ces fameuses steppes de l'est de l'Ukraine, hein, on a retrouvé des sépultures, alors que la plupart des kourganes, tu vois, avec les tumulus, étaient des sépultures avec un guerrier chef. Donc on en a retrouvé quelques-unes avec une femme et avec des armes. Et donc ces Amazones étaient réputées venir du nord de la mer Noire. Donc là, quand il y a les Achéens en Grèce à moins 1000, sur la mer Noire sont les Scythes. Hein, les Scythes qui faisaient des bijoux fabuleux. Et les Scythes combattaient avec leurs femmes, qui étaient à l'arrière, mais quand les Scythes, les guerriers étaient en mauvaise posture, les femmes combattaient. Donc pour un Grec
voir une femme combattre, pour lui, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable et extraordinaire. Et donc, vraisemblablement que ça les a frappés de voir ces femmes combattantes. Alors, est-ce qu'il y a eu réellement des Amazones? Est-ce qu'il y a eu des armées féminines? Ou n'est-ce qu'un mythe qui a permis à affermir le pouvoir masculin? Ça, on ne peut pas le savoir. Ouais, on me dit macho de l'époque. Hein? Les commentaires macho de l'époque, bah évidemment, parce que la photo plairait pas à Caroline Forest. Hein, là, c'est un homme qui est en train de trancher. Ah ouais, oui, bah oui. Non, mais pour les Grecs, ça c'est un grand mythe de la mythologie grecque. C'est extrêmement important. L'extermination des Amazones. Elle me dit c'était autre chose que les fémènes, ces nanas. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec une société méditerranéenne qui est passée de matriarcale à extrêmement patriarcale, et même pour les Romains, puisque César, dans la guerre des Gaules, il cite parfois que des femmes celtes combattaient. Oui. Il cite aussi ça. C'est-à-dire que dans la civilisation indo-européenne du Nord, puisque cette civilisation indo-européenne c'est divisé en deux parties, celle du Nord autour de la Baltique et celle du Sud autour de la mer Noire et d'Ukraine et qui va descendre sur les Balkans. La civilisation indo-européenne du Nord laisse une place un peu plus importante à la femme que dans le Sud. Et là, il y a une différenciation Méditerranée Nord où les femmes ont un peu plus de liberté qui se retrouvera dans la civilisation germanique ou chez les Germains, dans les pays scandinaves, voilà. Bien que c'est pas du tout matriarcal, les hommes ont encore le pouvoir, mais ils laissent quand même une des grande femmes, marge de manœuvre aux femmes. une certaine marge de manœuvre. Et donc, il y a des sociétés encore matriarcales. Toi, qui es d'origine gabonaise, enfin ta mère, tu sais qu'au Gabon, il y a des sociétés matriarcales. Complètement, bien sûr. Voilà. Et donc, il n'y a pas une obligation que la société soit de type patriarcal. Bon, il y a une différenciation, on ne va pas revenir là-dessus parce que là j'en aurais pour 107 ans, mais cette différenciation c'est faite comme ça. Bon. Donc, on va revenir donc au Moyen-Âge, puisqu'on est centré, je ne peux pas faire une étude exhaustive de... Voilà, donc j'ai perdu... Voilà. Alors, donc... donc on sait que pendant... que l'histoire... l'histoire que l'on connaît ici, l'histoire de France, a été fabriquée de toutes pièces par, comment il s'appelle l'auteur abruti de Michelet, tu vois, et que l'essentiel de ce qu'on a appris aux enfants jusqu'à maintenant sur l'histoire a été fabriqué au XIXe siècle. C'est une fabrication complète. C'est là qu'on a changé les textes et tout, on a adapté, quoi. Voilà, donc c'était fait. Alors à une époque, que la science historique, est quelque chose d'extrêmement récent. Ce qu'on peut aujourd'hui, on peut parler depuis, on va dire, 20-30 ans seulement. On peut parler de science historique. Alors qu'avant, la science historique n'existait pas. On prenait des hagiographies qui avaient été écrites en général par des prêtres, et qui faisaient la géographie de tel roi, et que son boulot, c'était être le laudateur du truc, quoi. Et que pendant longtemps, l'histoire consistait de réécrire ce que d'autres ont écrit. Tu écris, puis machin, et puis de siècle en siècle, tu réécris à peu près la même histoire, sans esprit critique,
sans se demander d'où viennent ces sources. Est-ce que les sources sont fiables, sans les croiser avec l'archéologie, et que, par exemple, donc on a construit des mythes, hein, notamment le mythe de Clovis. L'histoire de Clovis a été écrite par Grégoire de Tours 30 ans après sa mort, et donc c'est la seule source qu'on ait. Bon, il faut faire confiance à Grégoire de Tours, qui avait tout intérêt à faire une hagiographie de Clovis, c'est ce qu'il a fait. À part lui, tu n'entends jamais parler de Clovis par ailleurs. Ça, c'est un exemple. Ici, on a parlé des mythes, de tout un ensemble de mythes de l'histoire, et on reparlera de Jeanne, la fameuse Jeanne d'Arc, qui ne s'appelait pas Jeanne d'Arc d'ailleurs, mais Jeanne la Pucelle. Dans aucun texte, on n'a rien marqué Jeanne d'Arc. Au XIXe siècle, ça avait une connotation sexuelle, d'appeler Pucelle, c'était pas bien, donc on l'a appelée Jeanne d'Arc au XIXe siècle. Et que sur cette fameuse Jeanne, il n'y a aucune source contemporaine à sa vie. Hein, aucune. Donc voilà, c'est donc les gens qui ont bâti des trucs là-dessus, des histoires qui sont plus ou moins crédibles, les unes que les autres. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, donc, on pratique d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a pu sortir ce truc sur le Moyen-Âge libère la femme, aujourd'hui. Hein, alors qu'il y a 50 ans, on disait, bah non, la femme au Moyen-Âge, tu te rends compte, c'est le Moyen-Âge, on dit encore c'est le Moyen-Âge. Donc, aujourd'hui, on fait attention à l'ensemble des choses, on fait attention aux textes, aux sources, et pas seulement à l'histoire événementielle. On fait attention aux vêtements, aux pièces de monnaie, aux ceintures, à l'architecture, à tout un ensemble de choses qui donnent une atmosphère. Et moi, je me suis surtout intéressé au virelet, aux chansons. Bon. On va expliquer pourquoi. Donc, je reviendrai. Je peux boire un coup? Ah bah vas-y. Bon, excusez-moi. Hein. On fait pas de pub en plus, c'est bien. Bon. Tu sais, on en a discuté tout à l'heure, que là, quand j'ai bu, je prends la bière, je la bois, je le fais machinalement. C'est que la plupart des actions qu'on accomplit, on les accomplit machinalement, quasiment inconscientes. Hein, quand on marche, je ne vais pas me dire, tiens, je vais mettre un pied là, puis un pied là. Hein, je le fais inconsciemment. Pourtant, j'ai appris à marcher. Oui, tout à fait. Hein, si on ne m'avait pas appris à marcher, je ne marcherais pas. Donc, on m'a appris à marcher, mais je le fais d'une façon machinale. Je parle, mais on m'a appris à parler. Hein, mais je le fais et je ne vais pas réfléchir 2 secondes si je mets un O, un I, un E, machin. Donc je parle d'une façon machinale. Et ça, on peut regarder aujourd'hui, on sait qu'environ 80% des actions qu'on accomplit sont des actions machinales qui sont dictées par l'environnement, par la société. Donc on comprend aujourd'hui le poids social chez l'humain qui est absolument considérable. Hein. L'homme est comme une fourmi. On ne peut pas l'isoler du groupe. Tu prends un homme, on l'a déjà dit ici, tu le mets à poil dans une forêt et puis il meurt. Bien sûr. S'il ne peut pas aller au magasin, s'acheter un vêtement, des chaussures, un fusil pour chasser, tu vois. Et dans le magasin et la carte de crédit, ça fait partie aujourd'hui de l'extension du bras, quoi. C'est des outils. Et on a vu aussi dernièrement que l'homme ne peut pas être dissocié de ses outils. Ouais. Tu vois, hein, on a vu que les Homo habilis, ils avaient des choppers comme ça, puis d'autres. Donc quand tu trouves des hommes préhistoriques, tu les trouves avec un type d'outil bien particulier et on les caractérise comme ça. Hein, les choppers, la pierre taillée, la pierre polie, l'âge du cuivre, l'âge du fer. Donc on caractérise les hommes par leurs outils. Et tout ça crée un environnement et qui fait qui conditionne notre façon de penser et de voir les choses.
Donc, moi j'ai étudié l'ethnométhodologie et j'ai une approche de l'histoire, qu'on va dire un peu personnelle, oui et non, mais enfin, qui est une approche particulière, qui est que si on connaît bien l'environnement, et si on dit l'environnement conditionne nos actions à 80%, hein, donc à ce moment-là, tu peux donner de la crédibilité à telle ou telle chose, si tu veux. Hein. Tu peux te mettre à penser comme la personne de l'époque. Ouais. Hein. D'ailleurs, la science historique moderne s'apparente à un travail de flic. C'est-à-dire que les flics et les historiens font à peu près le même métier, tu vois. Ils vont aller gratter, trouver des preuves, hein, trouver des preuves des choses, et puis se mettre à la place de l'assassin, et puis hein, il y a les profilers qui essayent de se mettre, hein, voilà. Donc, alors moi j'essaye d'être le profiler de l'histoire et essayer de comprendre les choses, et c'est parti de cette fameuse Jeanne qui nous fascine, et puis notre ami, comment il s'appelle Jacques Minier. Jacques Minier, c'est fascinant. Hein, c'est grave. Quand même, comment se fait-il que cette jeune femme, avec une armure, elle était experte à la lance, hein. Parce que comment être expert à la lance, si tu veux, quand tu vois les heures d'entraînement qu'il faut pour manier une lance qui était l'arme la plus difficile à manier au Moyen-Âge. Hein. Alors l'épée, tu la prends, à l'époque il n'y avait pas trop d'escrime, tu vois, tu tapais sur le mec, tu avais des muscles et tout ça. Elle était experte à la lance. Et donc, et quand même, elle a pu convaincre Charles VII. Hein. Donc elle était crédible. Elle était crédible. Hein. Aujourd'hui, on voit mal une femme chef de guerre être crédible. Enfin, peut-être aujourd'hui encore, mais il y a peu de temps, c'était pas possible, quoi. Tu vois, hein, pendant la guerre de 14, une femme n'aurait pas pu être chef de guerre. Donc là, on se trouve dans un environnement où, bien que Jeanne ait eu des difficultés à s'imposer, on lui a quand même donné une armée. Ouais. C'est pas rien. Et donc elle était crédible. Et on voit que autour de Jeanne, il y avait des femmes aussi qui étaient très crédibles. Alors, tu te rappelles qu'on a étudié les rois maudits avec Jeanne de Navarre, l'épouse de Philippe le Bel. Hein. Donc, elle avait ses apanages. Hein. Elle avait la Navarre, elle avait la Champagne, et puis Philippe le Bel s'en occupait pas du tout. Elle allait se défendre, elle mettait son armure à la tête de ses armées, parce que à l'époque, quand tu avais, pendant la période féodale, quand tu avais l'attribution d'un domaine ou d'un apanage, d'un comté ou de quelque chose comme ça, le chef était toujours à la tête de ses troupes, même le roi, Philippe le Bel, il combattait, il a combattu lui-même, l'épée à la main. Donc pendant cette période féodale, si tu veux, l'aîné, il héritait, mais quand il n'y avait pas de mâle, la femme héritait, et la femme était seigneur, comme un seigneur mâle. Elle avait la pleine souveraineté du droit seigneurial. Alors, je te coupe juste avant que justement qu'on passe à la prochaine. On va faire une petite pause. La régie, elle est prête. Eh bien, la régie est prête. C'est l'heure de la pause. Et on revient juste après. C'est l'heure de la pause. Voilà. Donc, ça passe vite. À tout de suite. Voilà, donc de retour après la pause. On me dit, oh oui, Adil,
C'est des musiques à l'époque qui devaient boire beaucoup de vin. Je comprends, le vin devait couler à flot à l'époque, la musique était soporifique. Comment? Les gens ils disaient que ce genre de musique, là, on a passé musique de l'époque, et ils disaient qu'ils devaient boire beaucoup de vin quand même à l'époque pour pouvoir écouter ce genre de musique. Oh bah écoute, chaque époque a ses modes. Voilà, moi j'aime bien les musiques de mon époque. Moi j'ai 69 ans, c'est pas celle qu'il y a maintenant. Et donc les musiques qu'on vous a passées entre le 13e et 15e siècle, il y a beaucoup de chants, des chants d'amour, hein, qui chantent l'amour de l'homme et de la femme, et puis la mélodie est effectivement c'est pas une mélodie rythmée, mais il y a des mélodies rythmées, je ne sais pas si on a passé, il y a les musiques de danse, et il y a les musiques d'amour, enfin comme maintenant, hein, il y a les slow, il y a le machin, voilà, c'est tout. Bon, donc, on va, avant de parler du film à mort et de voir comment la femme a pu avoir un statut plus élevé, c'est-à-dire être parfois mis sur un piédestal au travers de la littérature et des chansons et au travers de la manière de la courtiser. Hein. Et donc, on va voir un petit peu, un petit break, on va voir comment elle est habillée, comment elle s'habille, ses dessous, comment elle accouche, comment elle a ses règles, comment elle se baigne, comment elle se farde et comment elle existe. Effectivement, en tant que femme, hein, parce qu'on verra d'ailleurs que dans la mode change tout le temps. Il y a un moment, il y a une mode où l'homme et la femme sont quasiment habillés pareil. C'est une mode unisexe. Au XIIIe siècle, les hommes et les femmes sont quasiment habillés pareil. Et puis, il y a des moments où ça diverge. Donc, là, dans jusqu'à une période assez récente, le vêtement féminin était toujours composé des mêmes pièces, même si les pièces avaient des allures différentes, mais c'est toujours les mêmes pièces. Donc déjà, la première pièce du vêtement féminin, d'ailleurs comme masculin, c'est la chemise ou la chance. Hein, la chance, on appelait ça la chance, parce que la chance lisse, c'était fait... Bon. Alors dis-nous, c'est quelle époque ça? Alors ça, ces formes de chemise, c'est à partir de l'époque féodale, on va dire 11-12e siècle, jusqu'à 16-17e siècle, hein, même après. C'est le sous-vêtement féminin par excellence, ça. Ouais, le sous-vêtement féminin par excellence, mais masculin, c'est-à-dire que les hommes portent également une chemise comme ça, mais plus courte, qui descend aux cuisses. D'accord. Hein, voilà. Alors, les femmes portent donc c'est le vêtement qui est sur le corps, il est en lin. Ouais. Hein, il se lave beaucoup, donc il est assez fin finalement avec les différents lavages, et donc il est caractérisé par une forme en trapèze et avec des manches qui sont très serrées. Hein, voilà. Donc ça c'est le sous-vêtement. Dessous le sous-vêtement, il n'y a rien. Pendant très longtemps, les femmes ne porteront pas de culotte ou quelque chose qui ressemble à poil, quoi. Voilà, jusqu'au 19e siècle. Hein. Ça peut pas sortir bon là-dedans. La femme est nue sous sa chemise. D'accord. Voilà. Donc, on peut voir différentes images. Alors donc il y a des chemises de différentes fonctions. Hein. Là, ici, sur cette image-là, on voit que, alors,
on peut décrire hein, chaque image. Donc ça, c'est un vêtement du XVe siècle. Hein. Donc c'est une femme qui n'est pas c'est l'image de la Vierge, mais la femme n'est pas d'une condition extrêmement importante. On voit que sur sa chemise, elle porte une cotte, et que cette cotte, parfois, les manches sont plus courtes et on voit toujours la chemise hein, sous la cotte. La cotte, c'est la deuxième couche. La cotte, c'est comme une robe. Donc elle passe une chemise, derrière une cotte qui est une robe. Ici, par exemple, on voit cette cotte qui se lasse sur le devant, et là, on voit que cette dame qui allaite a une chemise qui permet une chemise spéciale d'allaitement. Hein, pour voir que ça existait. Donc là, tu peux montrer donc là. Donc là aussi, on voit un vêtement féminin type paysanne. Donc cette femme s'habille et donc elle a sa chemise, hein, elle a sa cotte bleue, hein, qui est ce qu'on peut appeler une robe. Et donc on voit que c'est une paysanne parce que chez les femmes riches et nobles, ça se faisait absolument pas de montrer la chemise sous la cotte, c'était très très mal vu. Et par contre, les paysannes, pour travailler, on pouvait être en bras de chemise. Ça s'appelle, c'est comme ça que... Ah, c'est pour ça que ça vient de l'expression. Voilà. On est en bras de chemise et on peut travailler. Donc là, elle est en train de lasser ses chausses, ce qu'on appelle des chausses. Hein, et chausses, c'est-à-dire ce sont des bas qui s'attachent en dessous du genou par une jartelle qui est un ruban. D'accord. Hein, donc on connaît l'histoire d'Édouard III avec la jartelle. Par contre, ces femmes qui se baladaient comme ça sans culotte, elles étaient à la merci des viols et des... Oui. Ah oui, au XVe siècle, oui, c'est pour ça que l'histoire de Jeanne d'Arc, ça étonne beaucoup qu'une bergère puisse être pucelle. Des gens, ils disent, c'est pas possible. Hein, bon, parce qu'effectivement, au XVe siècle, on viole beaucoup les femmes. Au XIIIe siècle, pas du tout. Hein, c'était le siècle de Saint-Louis, alors c'était un siècle extrêmement rigoureux. Donc cette femme, c'est une paysanne, elle a sur la tête un linge en turban. Hein, et voilà, elle finit par s'apprêter. Donc qu'on soit une paysanne ou qu'on soit riche ou une noble ou une bourgeoise, on a cette chemise. Tout le monde a cette chemise et cette cotte par-dessus. Là, sur les très riches heures du duc de Berry, hein, là tu vois ici, là on voit une paysanne, on voit aussi la même, hein, et elle a un peu relevé sa cotte et elle est en bras de chemise. Là derrière on voit des hommes qui sont carrément en chemise. Oui. Qui travaillent en chemise, ce qui peut se faire pour des paysans, mais jamais pour des femmes. Ça se fait pas. Donc la femme a son voile sur la tête. Et les hommes aussi ils n'ont rien sous la chemise. Non, les hommes ont... Ah si, les hommes ont des braies. Des braies, voilà, ce qu'on appelle des braies. Les braies, c'est comme nous portons un caleçon court, c'est exactement la même chose. Hein. C'est en lin, c'est strictement la même forme moderne d'aujourd'hui. C'est pareil, hein, et avec une fente aussi pour... d'accord, c'était voilà, pratique en plus. C'est pratiquement la même chose qu'aujourd'hui, mais les femmes ne portent pas les braies. Et donc, il y a beaucoup de plaisanteries là-dessus. Hein. Là, on voit sur cette image-là, hein, on voit ici une femme qui porte les braies, et c'est une illustration amusante qui signifie que la femme tient les rênes de la maison. Mais dans la réalité, la femme ne porte pas des braies. Hein. Voilà, c'est pour se moquer un peu. Voilà, c'est pour se moquer. Là, on voit une autre
une autre image ici, on voit la femme qui, avec sa quenouille, elle tape sur son mari, et on voit, donc, voilà. elle a ses chausses qui sont nouées, ici, on voit son dessous, et elle porte les braies, mais ça c'est pour rigoler. Et comment c'est qu'elle porte les braies là, je vois pas. Ben là, tu vois bien que la main... Ah tiens, d'accord, voilà. oui. Ah oui, d'accord, ouais. Elle tient, nous on donc, interpréterait ça comme une culotte, mais en fait non, en fait, non, ça c'est pour se moquer, parce que les femmes qui portent les braies ne sont pas des femmes. D'accord. Et elle tape son mari, là. Elle tape son mari et elle porte les braies. Et alors là, tu as une autre image ici, c'est les seins. Ça va être érotique. Alors il faut voir que tu peux agrandir. Le soutien-gorge, c'est une invention du XXe siècle. Avant le XXe siècle, il n'y avait pas de soutien-gorge. Je zoome sur ses seins alors en fait. Voilà, zoom sur ses seins. Voilà. Mais il y avait, si tu veux, dans les siècles, au XVIIe, au XVIIIe siècle, donc les corsages permettaient de remonter la poitrine. Au Moyen-Âge, surtout au XIIIe siècle, les vêtements sont très... ne montrent pas le corps, ils sont très flous. Ouais. Voilà. Rectiligne, on va dire. Hop, c'est comme, mais ça change. Au XIIe siècle, il y a des ceintures, on voit le corps, et à partir du mi-XIVe siècle, on verra à nouveau le corps de la femme sera mis en vue. Mais voilà, pendant tout le Moyen-Âge, les canons de la beauté féminine, c'est des petits seins. Ça ne se fait pas d'avoir des grosses poitrines. Et puis l'Église veille à ce que les femmes ne mettent pas leur poitrine en avant. Donc les femmes se bandent les seins. Ah ouais. Donc, mais si tu veux, c'est un bandage qui permet aussi pour des femmes qui ont une forte poitrine et qui permet, on voit bien que cette toile qui est mise autour des seins permet de supporter les seins. C'est un peu l'ancêtre du soutien-gorge. C'est-à-dire elles mettent, c'est pas sur les seins, c'est en dessous, c'est ça? Voilà, c'est une toile qui est serrée au-dessus et qui est serrée en dessous, qui est bien, tu vois, et qui se met sur les seins. Et ça permet de soutenir les seins aussi. Cette toile-là, ça soutient les seins et ça permet un peu d'écraser la poitrine pour les femmes qui en ont trop. Mais pour les femmes qui en ont pas, bien elles mettent des choses à l'intérieur. D'accord. Pour quand même montrer qu'elles ont de la poitrine. Alors, il y a quand même, on cite des cas où des femmes ont créé sur certaines chemises des espèces de bonnets, tu vois, dans lesquels elles peuvent placer leur sein. Tu vois, chacun se bricole un petit peu en fonction de sa morphologie pour ranger ses seins. Mais, alors, le soutien-gorge, je veux dire que c'est le XXe siècle, le soutien-gorge. Voilà cette pauvre femme. Alors là, tu vas voir ici, ça, on voit comment. Oula. Alors c'est une image un peu paillarde, parce que ça vient du Decameron de Boccace. Tu l'as lu, le Decameron? Ah non. C'est l'histoire du prêtre qui dit au couple, au mari et à la femme, je vais vous fabriquer un âne. Alors s'il y a des enfants, je précise qu'il ne faut pas... Et donc là, le prêtre, il dit, je vais mettre la queue à l'âne. Et donc il relève la femme et on voit que voilà comment il prend. C'est une femme. Oui. Ah mais c'est pas très évident. À quatre pattes, c'est une femme. Mais ça, c'est. On va faire plaisir avec Henri Fourette. C'est une illustration d'époque du Décameron, C'est de quelle époque ça pour bien... Ah oui, c'est du XIVe siècle. 14e siècle. Ah, ils étaient chauds déjà. Ah bah absolument. Ah bah oui. C'est Décameron, ce qui montre que bon, il n'a plus qu'à trousser la femme, quoi. C'était facile. Qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer ici cette image. Ça c'est un atelier de femmes où on fabrique des chemises, donc c'est un vêtement extrêmement courant. Tout le monde a une chemise. Ah oui. Tout le monde, même les plus pauvres, ont une chemise. Donc ça se fait essentiellement dans du lin et après dans du coton. D'accord. Voilà.
Le coton qui vient d'Asie, c'est ça à la base? Oui, il y a ça, c'est après qui viendra Il y aura le lin et après le coton, parce ouais. que c'est plus facile apparemment, c'est ça le Ouais. coton plus fin. Et... Ah bah, le lin, c'est Le un lin peu c'est dur, épais, ouais, c'est épais le lin. c'est un peu dur. Bon, Ça gratte. oui, ça gratte un peu, mais c'est des linges qu'on lavait très souvent. Donc là, on voit donc monsieur et madame qui Ça va leur vont plaire se aussi. coucher. Oula, Alors, monsieur et madame qui vont se coucher. Donc là, c'était je sais sexy, pas dis s'ils donc, vont, à l'époque. Oui, Alors c'est l'homme- monsieur et madame, parce qu'on aurait dit madame et madame là. Parce Oui, oui, mais bon. il n'a pas alors, de zigounette. oui, il porte une petite, C'est on a dit tout à l'heure, un cache-sexe. des braies. Un des brefs. Ah ouais. Voilà, ce qu'on appelle des braies. Il faut dire que les canons de la beauté masculine et de la beauté féminine sont assez proches. Bah, c'est marrant, oui, parce que je t'ai dit, là, on mais aurait c'est- dit c'est deux comme femmes. ça. Hein. Je t'ai dit, Et décidément, d'ailleurs, c'est au la soirée XIIIe siècle, Caroline. il est habillé pareil. Donc l'homme doit montrer toujours doit avoir la taille très mince. Ah, l'homme doit toujours avoir la taille très mince. La taille très mince, les épaules larges, mais la taille très mince. Mais il a une D'ailleurs, coupe quand même féminine. oui, mais bon, ça c'est le dessin et pas toujours très réaliste. Et donc C'est un peu trans, quoi. les femmes aussi sont toujours montrées très minces. Les canons de la beauté féminine sont assez proches de ceux d'aujourd'hui. Hein. Les femmes sont très minces avec des petits seins. Et donc au XIIIe siècle, les hommes portaient des cheveux longs. C'est marrant, oui, c'est Ils ça. portaient des cheveux longs, hein, donc voilà, donc hein, et ils étaient quasiment habillés pareil. Donc Il dormait à poil en fait à l'époque. l'image d'après, oui, le monsieur et madame dormaient tout nus, ce qui facilitait la fécondité. Alors là, les gens se demandent la suite du dessin, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Bah, écoute, là, à cette heure-là, on peut parler comme on veut. Là, Les familles qui nous regardent. c'est des images, c'est des images d'époque, hein, c'est des images médiévales. Hein, on n'était pas si prude que ça. Hein. Ouais, bah, c'est ça qu'on voit, qu'on observe. Ouais. Et puis là, voilà, la nuit, après, donc là on voit, alors la femme a une chemise qu'on ne voit qu'en Italie et en partie de l'Allemagne, qu'on ne voit pas en France, c'est-à-dire une chemise qui se rapproche aux combinaisons de ce que nos mères portaient. D'accord. Combinaisons, hein, c'est-à-dire qu'elle a des bretelles aussi, ça c'est une variante. Hein, une variante de la chemise. Italienne. C'est certainement italien, ouais. Dans des pays, Ils ont toujours eu bon goût alors pour les vêtements, les Italiens. oui, des pays plus chauds, quoi. Hein. Ouais, parce que là on voit bien donc les deux et lui parce que lui il a déjà porté alors ça je sais quoi c'est. Bah, ils sont en train de se fringuer, quoi. Voilà, c'est le matin, ils se fringuent, quoi. Hein. Voilà, c'est Après tout, avoir hein. fait leurs affaires. Après dormi nu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'iconographie de couples au lit et ils sont toujours nus. Hein, Ouais. alors on peut peut-être penser que Pépé et Mémé, après 20 ans de mariage, ils dorment en chemise. Mais bon, dormir en chemise, c'est aussi gâter sa chemise, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. Donc on dort à poil. Ah, D'accord. j'ai perdu le fil. On me dit fais péter les ranges seins. Alors on va regarder les bains. Ah les bains. On regarde les bains. Bains. Voilà. D'accord. Alors, là, prends celle-là. Ouais. Donc, voilà. Au Moyen-Âge, on est propre. Oui, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'on a toujours cette image de crasseux Alors, qui prêtent jamais de bain. Même il y avait ce truc qui disait au Moyen-Âge, carrément c'était mal vu de prendre des bains. Alors, Ah non, c'est pas au Moyen-Âge. C'est au plus tard, apparemment. 17e, 18e Voilà. siècle. Voilà, Louis XIV se vantait de s'être jamais baigné. voilà, exactement. En fait, c'est beaucoup plus tard. Et donc, par contre, au Moyen-Âge, on se baigne. Alors, on se baigne chez soi dans des grands baquets de bois dans lesquels on a mis un linge. On se baigne le matin. Hein. Les femmes, d'ailleurs, enlèvent leur fard parce qu'elles mettent souvent des tas de pommades pour lisser la peau, pour enlever les boutons, pour etc. Donc, elles ont des masques. Ah, des crèmes de beauté déjà. Des crèmes de beauté qui mettent la nuit. La nuit, hein, on voit qu'elle se regarde, la femme, hein, donc il faut qu'elle se lave, et puis, alors évidemment ça c'est des riches, hein, puisqu'il y a la musique, il y a la bouffe, etc. Mais même chez les plus pauvres, il y a toujours un baquet
hein, et on met de l'eau chaude et on se baigne. Hein. Là, tu peux montrer l'image d'après. Ah, voilà, donc c'est l'image d'après, on voit un couple aussi. Oui. Alors là, on voit le couple nu et on y a un voit la baquet, servante qui ramène le baquet, ils vont se lever. Te demander, en Hein? fait, est-ce que justement à l'époque, il allait d'avoir des mœurs assez libérées, on va dire, mais on a l'impression que ils se moquent des domestiques, tout ça, parce qu'on les voit se baigner devant les domestiques, Ah non, mais on les voit faire leurs affaires devant les domestiques, ça veut dire qu'ils se foutent de leur regard des domestiques, ça compte pas, quoi. Oui, mais la nudité n'est pas grave, quoi. Ouais, c'est pas tabou encore. C'est pas tabou. Et donc, dans les bains publics sont, jusqu'au XVe siècle, sont mixtes.